nous avons affaire à des gens complètement cyniques. Toute la Macronie, c'est le cynisme absolu. Ce sont des gens qui sont là pour leurs pommes. Bonjour à tous, chers abonnés d'Omerta, abonnés de notre chaîne YouTube. Vous êtes bientôt 500 000 abonnés à cette chaîne YouTube. On devrait atteindre ce score très très bientôt. Donc merci à tous de votre fidélité et d'avoir ramené aussi vos amis, des gens dans votre entourage à ce rendez-vous. Merci donc. Je reçois aujourd'hui, dans des circonstances un peu particulières, la France traverse une crise politique majeure. Un acteur de premier plan aussi en politique française, François Asselineau. Bonjour François. Bonjour Régis Le Sommier. Alors, vous êtes une figure du souverainisme en France, fondateur et président de l'Union populaire républicaine, l'UPR. Ma première question, très simple, le geste de Sébastien Lecornu, démission avant que le gouvernement n'entre en fonction, est-ce que pour vous c'est un geste gaullien, comme certains l'ont dit ? Comment c'est un message ultime à Emmanuel Macron pour lui faire comprendre que la situation ne peut pas durer? Gaullien, ça n'a strictement rien de gaullien, monsieur. Vous imaginez le général de Gaulle truander son CV comme l'a fait. C'est vrai. Non, faut pas exagérer. Non, mais dans la démission, il y a quand même un geste gaullien. On n'est pas d'accord. Je pense que c'est plutôt qu'il est impossible de travailler sous les ordres de Macron. Je crois que c'est les gens qui acceptent de devenir Premier ministre de Macron vivent l'enfer sur Terre. Il en a quand même épuisé 7, n'est-ce pas, oui. En 8 ans. C'est un par an et ça s'accélère. Le rythme s'accélère puisque Barnier avait duré 94 jours. Et puis après ça, on a eu Bayrou. Ça a duré un petit peu plus longtemps. Ça a duré 9 mois. Et puis maintenant, ça a duré 846 minutes. Bon. Donc il y a un véritable problème. Et rappelez-vous que tous les premiers ministres qui ont servi Macron sont partis en courant. J'ai pas inventé que M. Castex, par exemple, rappelez-vous, il exigeait de partir, et c'était Macron qui refusait de le laisser. C'est vrai. On l'a oublié, oui. On l'a oublié, mais c'est quand même la vérité. Et il y a eu aucune volonté de la part des anciens premiers ministres de rester, de s'incruster, etc. J'ajoute d'ailleurs que actuellement, on vit, je pense, la page Macron est en train de se tourner de façon pénible. Pour vous, on est arrivé au bout du macronisme, là ? Je pense qu'en tout cas, Macron, il est maintenant complètement carbonisé. Mais ce que je vois, c'est que ces anciens premiers ministres sont les premiers à jouer les Brutus et à lui planter un coup de poignard dans le dos. C'est-à-dire que les rats quittent le navire. Alors, Gabriel Attal a dit qu'il ne comprend plus le président. Et ce matin, Édouard Philippe l'encourage à provoquer une présidentielle anticipée. Voilà, c'est-à-dire quand même... Alors, Dieu sait... Si je n'ai pas d'affinité pour Macron, c'est quelqu'un que depuis le début que je combats. Moi, j'ai été candidat à la présidentielle en 2017 contre lui. J'ai vu comment il a été élu, dans quelles conditions de manipulation médiatique et sondagière de l'opinion publique il a été élu. Je le connaissais un petit peu de l'inspection des finances. C'est une fausse valeur, c'est un bonimenteur, c'est un malade psychiatrique, etc. Donc je n'ai aucune affinité pour lui. Mais je reconnais quand même quelque chose. C'est que c'est quand même lui qui a sorti ces gens de rien. Enfin, Édouard Philippe, c'était rien. Et Attal, c'était encore moins que rien. Et ce sont des gens qui étaient... je suis désolé, mais quelqu'un comme Lecornu, il a fait une licence en droit. Après ça, il a dit qu'il avait eu un Master 2, ce qui est faux. Donc il a truandé son CV, comme je le disais. Alors c'est bien d'avoir une licence en droit, mais enfin, c'est de là à devenir Premier ministre à 38 ans, il a eu une fusée au derrière. Bon. Et qui lui a mis la fusée au derrière? C'est Macron, justement. Donc des gens qui ont... Enfin, ils n'ont même pas la reconnaissance du ventre, quoi. Je trouve ça un peu dégueulasse vis-à-vis de Macron, qui doit, à mon avis, ruminer. D'ailleurs, lui-même avait fait pareil au passage avec Hollande. Bien sûr. Donc c'est pas du tout, je vais pas le plaindre, mais je pense quand même que c'est une espèce de leçon de vie. C'est-à-dire que nous avons affaire à des gens complètement cyniques. Toute la Macronie, c'est le cynisme absolu. Ce sont des gens qui sont là pour leurs pommes. Attal, comme je l'ai souvent dit, fondamentalement, il est attalien.
Macron est macroniste, Vauquier, vauquiésien, Retailleau, retaillien, Bardella, bardelliste, monsieur Le Cornu, le cornuiste. Toute la scène politique française est peuplée par des gens qui, ils ont à la bouche la France, enfin, ils s'en foutent complètement. Et la seule chose qui compte, c'est de pouvoir dire, voilà, je m'installe dans le bureau de Georges Pompidou, dans le bureau de Charles de Gaulle, alors qu'ils n'ont plus ils n'ont plus rien de ce que c'est fut. Ça n'est plus rien, en fait. Être Premier ministre à notre époque, depuis la réforme du quinquennat présidentiel, d'une part, d'autre part, avec l'immensité des transferts de souveraineté qui ont été accordés, c'est-à-dire des pertes de pouvoir, pour que les Français comprennent bien, à la Commission européenne, à la Banque centrale européenne, à l'OTAN, à la Cour de justice de l'Union européenne, à la CEDH, etc. Maintenant, vous avez l'apparence du pouvoir, mais vous n'avez plus vraiment de pouvoir. Et donc, ils sont en fait comme voilà, une fois qu'ils sont parvenus au pouvoir, moi je l'ai vu de mes yeux vus quand j'étais en cabinet ministériel, et encore à l'époque, la France avait encore un certain nombre d'atouts dans sa manche. En fait, il ne reste plus maintenant que la pure vanité. Voilà, c'est de la vanité. C'est des gens qui veulent un poste, ils savent même pas pourquoi ils le veulent. Regardez par exemple Bruno Le Maire. Oui. A été nommé ministre des Armées, il sait pas ce que c'est. Il sait pas plus ce que c'est que, je sais pas moi, un char ou que lorsqu'il était ministre de l'Agriculture, il savait pas ce que c'était qu'un hectare. Et lorsqu'il était ministre des Finances, il savait pas ce que c'était qu'un compte de résultat. Enfin, ce sont des gens qui sont là par pure vanité. Pour ce qui est de Bruno Le Maire, ça, c'est quand même la preuve qu'on est dans un système qui fonctionne à huis clos. Vous évoquiez où c'est tout le temps les mêmes, où on les reprend et on distribue des postes ministériels divers et variés. Vous évoquiez tout à l'heure, juste avant cet entretien, les réactions au tweet de Yael Braun-Pivet qui parle il faut être en responsabilité, et vous disiez, quand on regarde les réactions des gens, c'est-à-dire effectivement sur Twitter, il peut y avoir des partisans, des gens, mais que 98% de ces gens, des opinions étaient négatives. Ah oui, c'est même pas négatif. C'est la tour d'ivoire, en fait. Ah oui, allez voir Madame Braun-Pivet, qui pourtant n'est pas la pire. Mais elle a fait un tweet en disant, voilà, maintenant, ce qu'il faut, c'est en responsabilité, responsablement, être responsable, et donc s'asseoir autour d'une table pour viser à la stabilité, etc. Et quand vous regardez, il y a des centaines de commentaires, il n'y en a pas 5, il y a des centaines de commentaires, mais que je ne peux même pas répéter, enfin, qui sont d'une violence. On est dans une situation où il y a une espèce d'effervescence politique et d'extrême irritation, pour ne pas dire de haine maintenant, à l'égard de Macron et de tout ce qu'il représente. On est dans un processus qui, à certains égards, et n'est pas loin de ce qui a pu se passer au printemps 1789. On est presque au bord d'une révolution. Alors, on ne l'est pas, à mon avis, parce que le temps a changé, parce que les gens n'ont pas envie de se faire trouer la peau, parce que ci, parce que ça, parce que les gens, ils ont des traites à payer, ils ont des emprunts, voilà. Mais on est dans une situation d'un pouvoir qui est complètement discrédité. Et Macron, le premier. Enfin, moi, je n'ai jamais vu, pour revenir à votre question sur comment il s'appelle-t-il, le cornu gaulliste. Non, c'est pas ça. C'est que il s'est rendu compte, il a été nommé là-dedans, il s'est rendu compte il y avait quand même 27 jours, il s'est rendu compte qu'il avait affaire à une équation surdéterminée, comme on dit en mathématiques. C'est insoluble parce qu'il y avait trop de contraintes qui étaient contradictoires les unes avec les autres. Et puis surtout, à mon avis, il n'avait pas il n'a ni la personnalité, ni l'audience, ni l'autorité politique, ni la psychologie pour réagir. Normalement, si ça avait été un De Gaulle, il aurait fait. Rappelez-vous quand même que De Gaulle, il a claqué la porte, il est parti tout en étant membre du gouvernement, il est parti à Londres. Donc moi, ce que j'aurais fait si j'avais été à la place de Le Cornu, j'aurais préparé un changement complet de gouvernement, en virant tout le monde, en nommant des têtes nouvelles, en essayant de débaucher des gens, peut-être, je ne sais pas, peut-être à l'UDR, s'il était allé voir Ciotti en lui disant « Écoutez, est-ce que vous ne voulez pas être ministre de l'Intérieur ?» ou ministre des Armées, je ne sais pas si Ciotti, j'en sais rien. Ouais, il aurait peut-être réfléchi. Voilà, il aurait peut-être réfléchi. S'il avait proposé à un jeune
un jeune baron du Rassemblement national ou une baronne un poste en vue, c'est pas sûr, si vous voulez, que la discipline de parti eût prévalu. Il aurait pu aller voir des gens qui brûlent d'envie d'entrer au gouvernement. Quelqu'un comme là, c'est le cas de la gauche en ce moment. Alors, soit à gauche, soit à droite. Bon, en tout cas, moi, j'aurais fait ça. J'aurais proposé, par exemple, à Bellamy, à Ciotti, ou je sais pas quoi. Ou alors, à contrario, je serais allé voir, j'aurais proposé à Olivier Faure, je crois que les deux ont été faits. Hein. Voilà. Il a sondé du côté de Bellamy, qui visiblement n'était pas hostile. Oui. Et Faure, on le voit bien, déploie tous les trésors pour expliquer qu'il est contre la dissolution, contre la démission de Macron. Donc, on voit bien qu'il y a une... Voilà. Mais ce que je pense, c'est qu'il y en a qui jouent leur carte. Voilà, mais bien sûr. De toute façon, c'est un panier de crabes. Hein, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu. Les crabes bougent d'autant plus qu'il n'y a plus rien à bouffer. Mais là où je pense... Ils ne vont pas tarder à se bouffer entre eux. Oui. Mais ce que je pense, c'est que il a été trop poli, trop bon élève, trop gentil. C'est-à-dire que comme il a fait toute son ascension en cirant les pompes de Macron et les escarpins de Brigitte, puisque d'après les gazettes, il était au mieux avec le couple. Je pense qu'il est allé voir Macron, il a dû le tenir au courant. Il faisait une imitation de Louis de Funès qui faisait beaucoup rire Brigitte. Voilà. Oui, paraît-il. Voilà. Bon, rendez compte. C'est vraiment la Pompadour. Ah non, mais... et je pense que il s'est heurté à cet enfer que vivent les premiers ministres dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que Macron, c'est un type qui... Ça n'est jamais de sa faute. Tout est de la faute des autres. Quand ça marche pas, c'est-à-dire toujours, ça ne marche jamais en fait depuis 8 ans. Il a détruit tout, c'est toujours de la faute des autres. Et puis c'est un gamin capricieux et qui doit imposer des trucs. Donc je suppose qu'il a dû dire non, etc. C'est pour ça qu'à mon avis, le Cornu s'est trouvé devant une situation impossible. Et donc pour terminer ce que j'ai, moi ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais préparé mon truc dans mon coin. Même si Macron avait dit qu'il n'en voulait pas, très bien. Et puis j'aurais fait une conférence de presse, j'aurais annoncé à la presse, voilà mon gouvernement, que j'ai proposé au président de la République. Et là, il mettait Macron au pied du mur. C'est-à-dire, soit Macron disait non, je suis pas d'accord. À ce moment-là, il démissionnait avec les... Voilà. Soit Macron était obligé de plier. Il aurait fait plier Macron. Il aurait dû entrer, à mon avis, en épreuve de force avec Macron. Il n'en était pas capable. Voilà. Donc il s'est retrouvé dans cette situation où, à mon avis, il a dû avaler des couleuvres, mais à mon avis, il va pouvoir ouvrir un muséum d'histoire naturelle, tellement il a avalé de couleuvres. La ferme Le Maire, moi je pense que c'est une association de malfaiteurs. C'est dans l'air du temps de parler d'une association de malfaiteurs. Il suffit de voir cette fameuse photo de 2017 où vous avez eu Édouard Philippe, Gérald Darmanin, Bruno Le Maire et Sébastien Lecornu en train de dîner ensemble sous la houlette de Thierry Solère, vous savez, qui est le conseiller de Macron, qui, soit dit en passant, a 13 mises en examen. Voilà. Et ils ont fait, en fait, une espèce d'association de malfaiteurs, pour ne pas dire un pacte de corruption, je ne sais pas comment qualifier ça, pour planter un poignard dans le dos de Fillon, qui était quand même leur candidat légitime, pour aller servir Macron. Non pas par conviction personnelle, enfin si, une conviction de leur propre pomme. Mais pourquoi ? Parce que ce sont des politiciens, ils ont bien compris, il ne fallait pas être grand clair, ils avaient bien compris que derrière Macron, il y avait des forces extrêmement puissantes qui voulaient que Macron soit élu président. Bon, on l'a vu à un très grand nombre. Et donc, au lieu de s'opposer à ça, au lieu de soutenir leur candidat, ce sont des traîtres qui ont dit « Moi, je vais planter un coup de poignard dans l'eau, je vais voler au secours de la victoire. » Et je pense, alors là j'en sais rien, mais je pense que donc de cette date, il doit y avoir une espèce de solidarité entre les conjurés. Et moi, je verrais assez bien que Bruno Le Maire, ayant été écarté du gouvernement, ayant traîné ses guêtres là du côté du lac Léman pour donner des cours d'économie qui n'intéressaient personne, et puis je ne sais plus très bien où il en était, je pense qu'à mon avis, Bruno Le Maire a dû appeler Sébastien Lecornu en lui disant « Bon, sois pas salaud, c'est moi qui t'ai fait entrer dans le groupe des conjurés il y a 7 ans, c'est grâce à moi que tu te retrouves Premier ministre, file-moi un pote. » Moi, je verrais assez bien comme un truc comme ça. Or, comme Bruno Le Maire, il s'est mis à dos tout le monde, Sébastien Lecornu, il l'a sorti, il n'a pas osé dire
Et il n'a pas osé dire à Retailleau qu'il allait le nommer. Donc voilà, c'est tellement minable tout ça. Et donc Retailleau, il a découvert qu'il y avait le maire aux armées. Enfin, tout ça est tellement risible, tellement triste, tellement misérable en fait. Le maire a été très rapide pour annoncer sur son compte X qu'il était changé sa ligne de profil, expliquant qu'il était ministre des Armées. Il a été ministre des Armées il a été ministre des Armées pendant 846 minutes, parce qu'il y a eu la publication au journal officiel qui a eu lieu. Et ça, c'est très important à comprendre, c'est que depuis le Cornu a publié au journal officiel une liste de 18 ministres, enfin 16 ministres et 2 ministres délégués, et on attendait la suite. Qui n'a jamais eu lieu. C'est du jamais vu dans l'histoire. Sauf que lorsque les 18 premiers ministres... D'ailleurs, il a publié ça à la demande de Macron, qui a fait son caca nerveux, qui a dit « Je veux que ça soit publié ce dimanche ». C'est pour ça que le Cornu a publié la liste des 18 ministres. On n'a pas vu ce qu'il y avait comme secrétaire d'État. Moi, à mon avis, parmi les secrétaires d'État, c'est pas exclu qu'il y aurait eu Bellamy, ça ne m'aurait pas étonné. Bon, mais ça n'a pas eu lieu, on n'a pas vu ce qui s'est passé. Et il y a eu la publication au JO. Alors, à partir de ce moment-là, le fait que ce gouvernement ait été démissionné, ça veut dire que chacun des 18 ministres, les 16 ministres et les 2 ministres délégués, vont recevoir du Trésor public 9 440 € par mois pendant 3 mois. Vous multipliez 9 440 par 3 pour 3 mois et par 18, ça vous fait 509 000 €. C'est 1,5 million d'euros que les contribuables devaient donner à des gens comme, par exemple, Bruno Le Maire, qui a été ministre des Armées pendant à peu près, comme je le disais, 846 minutes, 15 ou 16 heures. Et puis, alors, il faut reconnaître qu'il a été un brillant ministre des Armées, puisqu'il n'a pas fait de bêtises pendant ce laps de temps. Il n'a pas déclenché de guerre. Il n'a pas déclenché de conflit. Non, mais c'est atroce, en fait. C'est atroce. Alors, là, actuellement, Emmanuel Macron a redemandé à Sébastien Lecornu une recette miracle qui, visiblement... C'est inimaginable. On n'a jamais vu ça non plus. Macron a demandé à Lecornu de faire une passe. C'est-à-dire, je prends l'acronyme, plateforme d'action et de stabilité. Ça s'appelle une passe. Bon. Nul ne sait ce que c'est que ça. C'est quoi une plateforme d'action et de stabilité ? Le Cornu a dit que, quoi qu'il arrive, il ne veut pas être Premier ministre. Mais oui, c'est ce que je vous dis. Plus. C'est ce que je vous dis, parce que il a battu un record de l'histoire de France depuis Pharamond. Vous savez, dans la lignée des rois de France, c'est le premier roi de France mythique, Pharamond. C'est avant les Mérovingiens. On n'a jamais vu ça. Le record était détenu jusqu'à il y a quelques jours, donc par un président du Conseil qui s'appelait, je ne sais plus comment, François Laplace, quelque chose comme ça, qui a été président du Conseil pendant un jour, le 10 juin 1924. Voilà. Mais là, on n'a jamais vu ça. Et d'autant que son gouvernement n'était même pas fini d'être formé. Oui. Et le fait que... On voit bien que la psychologie de Macron. La psychologie de Macron, c'est qu'il a dû se dire, comme un sale gosse, si vous voulez, qui n'en fait qu'à sa tête, voilà, il jette son jouet, etc. Ah, évidemment, d'un coup, il se rend compte que le jouet est cassé. Ben non, il n'admet pas que le jouet soit cassé, donc non, le jouet n'est pas cassé, et donc il veut remettre... C'est comme ça qu'il agit. Il a dû, en mon avis, comme je pense que c'est ça, qu'il a un comportement profondément sadomasochiste, Macron, j'en suis absolument certain. C'est-à-dire que, d'une certaine façon, ça lui fait plaisir de susciter la haine à son encontre. Sinon, il n'agirait pas comme il le fait. Et puis, également, je pense que ça lui fait plaisir, il l'a dit lui-même, d'emmerder les Français. Et il avait utilisé. Voilà, il avait déjà utilisé ce terme. Donc, je pense qu'il doit prendre un plaisir pervers de faire souffrir les gens. Et on voit bien que le Cornu, qui, à mon avis, a quand même des fragilités intérieures. C'est quand même quelqu'un on voit bien que c'est quand même intimide, que c'est quand même quelqu'un qui essaye de bien faire, etc., mais qui est assez fourbe par ailleurs. Et je pense qu'il a dû le faire monter au cocotier. Il a dû exiger de lui des trucs. Enfin, j'ai vu, vous vous rappelez, il y avait un article de journal qu'on entendait hurler à Matignon. Enfin, c'est pas moi qui l'ai. Vous avez vu cet article, c'était dans Le Point ou je sais pas quoi. Oui, on a entendu beaucoup de choses par Matignon, à propos de Matignon, qu'Emmanuel Macron qualifiait de cage folle à l'époque où Gabriel Attal s'y trouvait. Enfin, des choses comme ça. Et qu'effectivement, il y avait souvent des engueulades. L'idée qu'un Premier ministre démissionnaire
Le président, il pouvait nous dire non, je refuse votre démission. Ouais. Mais il a accepté la démission. À Mm. partir du moment où il a accepté la démission, moi j'aurais été à la place de Le Cornu, je prenais un billet d'avion pour les Seychelles ou pour la Polynésie. Et puis D'autant qu'il va toucher 3 fois. Alors lui, c'est plus. 44 000 euros sur 3 mois. Donc il pouvait partir et dire voilà, démerden ziziche, moi je veux plus entendre parler. Ouais. Mais pas du tout. Et vous savez, c'est comme un peu un chat, vous savez, qui joue avec une pelote de laine et puis qui la lance et puis qui la rattrape, etc. Il y a vraiment quelque chose ou avec une souris. Vous voyez, quand un chat revient, il a une souris, et puis il la crache, et puis il la reprend. Il y a quelque chose, je pense que Macron, dans sa psychologie, il y a l'idée de faire souffrir les gens. Et là, il a accepté la démission de Le Cornu, et il lui propose une passe, une plateforme d'action et de stabilité. Alors ça, c'est du Macron aussi. Ça ne veut rien dire. Macron, c'est quelqu'un qui aura passé 8 ans, depuis qu'il est à l'Élysée, à faire c'est un peu comme de l'écriture automatique du temps des surréalistes, à dire des choses, faire des phrases. Rappelez-vous qu'il voulait resilhouetter notre présence en Afrique. Il voulait revisiter la construction européenne. Il va réinventer, réenchanter le dialogue social. Enfin, c'est des mots, ce sont des mots, ça n'a rien de... Et là, il dit une plateforme d'action et de stabilité. Qu'est-ce que ça veut dire? Le pauvre Le Cornu, ça fait 27 jours qu'il s'est heurté à un bec. Et là, le pire, c'est que Le Cornu a accepté. Enfin, moi, je comprends pas. Mais il a bien précisé qu'il ne serait pas Premier ministre. Donc ça veut dire que... Et il a, je crois, expliqué que le président, à la suite, prendrait ses responsabilités. Bon. C'est pas lui, je crois que c'est l'Élysée qui a dit ça. Mais ça ne veut rien dire. Ouais, là aussi. Bon. Ça veut dire justement qu'il ne les prendra justement, pas. Quels sont les recours aujourd'hui dont dispose encore le président? Alors, est-ce qu'il peut, s'il arrive à concocter un gouvernement, imaginons qu'il prenne le cap à gauche, est-ce qu'il peut fonctionner par décret? Il y a un fameux article 11 de la Constitution. Il y a quand même des choses qui lui permettent d'éviter et de continuer... vaille que vaille, en faisant... Alors, l'article 11, c'est sur le référendum. Oui. Non, ce que je pense, c'est que... À mon avis, Macron, il a une ligne directrice. C'est que, vous savez, il est comme un bernique ou un rappel qui est collé sur un rocher à Pérouse-Guirec, qu'il faut y aller, vous n'y arrivez pas. Il est comme ça avec l'Élysée. C'est-à-dire que pour le sortir de l'Élysée, il faudrait y aller, je ne sais pas. Donc pour vous, pas de démission? Non, je pense c'est vraiment l'ultima ratio. Il ne le fera pas spontanément. Il faudrait que les gens viennent le chercher, comme il l'avait dit d'ailleurs. Donc je ne pense pas qu'il démissionnera. Je pense que c'est totalement exclu. Il a toujours exclu, etc. Puis parce que c'est sa vie. Moi, je le plains une fois qu'il ne sera pas plus président de la République. Qu'est-ce qu'il deviendra, ce type-là? Il sera rejeté par absolument tout le monde. Moi, je pense que quand il aura quitté l'Élysée, donc il aura quoi? Il aura 50 ans, parce qu'il deviendra, ce type-là. Mais enfin bon. À partir du moment où il n'y a pas de démission, il y a plusieurs possibilités. Il y a des choses qui ne dépendent pas de lui. La seule chose qui ne dépend pas de lui, finalement, c'est la destitution. C'est-à-dire qu'il faudrait que les parlementaires s'entendent pour destituer Macron. À mon avis, c'est ce qu'il faudrait faire. Parce que sinon, si les parlementaires ne lancent pas la destitution qui a été prévue par l'article 68, qui n'existait pas dans la version originelle de la Constitution française, qui a été créée par Sarkozy, en remplacement du crime de haute trahison. On a enlevé le crime de haute trahison. Et il y a eu Sarkozy a voulu encore une fois, là comme ailleurs, s'inspirer du modèle entre guillemets américain de l'impeachment. Donc il a créé un système qui n'existait pas auparavant, qui était l'empêchement du président, c'est-à-dire la destitution. Sauf qu'à l'époque, la réforme a été faite dans les années, je ne sais plus quoi, 2008, quelque chose comme ça. À l'époque,
ce qui a été le schéma pour destituer le président de la République, c'est lunaire, quoi. C'est extrêmement compliqué. Il y a un nombre de stades incroyable, un premier stade, un deuxième, un troisième, un quatrième. Il faut qu'il y ait 60% des parlementaires qui votent ci, qui votent ça, etc. Ça dépend. Bon. Bref, c'est quasiment impossible à mettre en œuvre. Il est d'ailleurs extraordinaire que dans la Constitution française, il est plus facile de changer la Constitution que de destituer le président. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. La Constitution, il suffit de rassembler les parlementaires à Versailles, voilà, et puis c'est bon. En voiture Simone, avec un ordre donné Regardez par exemple que l'inscription de l'IVG dans la Constitution française, moi je suis personnellement très 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 contre ça parce que on confond une constitution avec une constitution, c'est pas un programme politique. Vous pourriez mettre des quantités de choses maintenant dans la constitution. On pourrait mettre aussi, je sais pas, que la constitution le soutien à l'Ukraine. Bon, ça n'a pas de sens. Et si Macron reste, on le non, fera mais c'est peut-être. dingue. Voilà, ça. Donc ça, c'est une dérive considérable, une soviétisation d'ailleurs, puisque la constitution à l'origine, c'est un règlement de fonctionnement des pouvoirs publics pour permettre une vraie démocratie. Voilà. Et avec donc normalement, toutes les idées peuvent se proliférer, prospérer dans le cadre de respect de la Constitution. Je ferme la parenthèse. Mais donc en France, il est finalement très facile de modifier la Constitution. On a d'ailleurs été les champions du monde du nombre de constitutions. Depuis la Constitution du 14 septembre, je crois, 1791, la France est le champion du monde du nombre de constitutions. Rien que sous Chirac, qui avait été président pendant 12 ans, il y a eu 8 changements constitutionnels. Je ne sais pas si vous voyez, alors qu'en Allemagne, c'est impossible. Bon. Donc, c'est plus facile de faire ça que de destituer un président. Il n'en demeure pas moins qu'il y a quand même un article 68 de la Constitution qui permet la destitution du président. Et si on avait les 2/3 des parlementaires au Sénat comme à l'Assemblée nationale qui sont d'accord, en fait, on pourrait destituer Macron. Or, on les a à peu près. C'est-à-dire, si vous rajoutez le RN, plus la gauche, plus maintenant, il y en a certains qui commencent comme l'UDI, qui commencent à prendre la poudre d'escampette, en fait, il y a les moyens d'arrêter. Mais s'ils ne le font pas, alors qu'on a quand même un président qui est fou allié, enfin, qui veut nous entraîner dans une guerre nucléaire avec la Russie. Enfin, tout est dément. Vous pensez qu'il ira jusqu'à invoquer justement le fameux article 16 ? Ça, vous croyez ? Non, j'y crois. Enfin, je vais revenir dans un instant là-dessus. Mais si on le fait pas, alors moi, en fait, cet article tombe en désuétude. Comme je l'ai déjà dit, il faudrait qu'il fasse quoi pour que les gens le destituent ? Je ne sais pas. Qu'il assassine Brigitte Macron en place publique parce qu'elle lui aura foutu une baffe devant les caméras. Et donc, mais je sais pas ce qu'il faudrait pour faire une destitution. Alors l'article 16 dont vous me parlez, c'est moi, personnellement, je peux me tromper bien sûr, mais l'article 16, il est invoqué par beaucoup de gens qui ne l'ont pas lu, et qui ne l'ont pas remis en perspective. L'article 16, à la différence de l'article 68 sur les destitutions, l'article 16 fait partie de la première version de la Constitution. Dès 1958, il y figurait. Mais à l'époque, c'était une toute autre époque où De Gaulle et les gens qui l'entouraient, qui avaient prévu la Constitution, avaient créé un régime qui est ce qu'on a appelé une diarchie, avec un président de la République élu pour 7 ans qui s'occupait de l'essentiel, comme disait De Gaulle, la géopolitique, la stratégie industrielle, monétaire, la stratégie diplomatique et militaire, industrielle et agricole, les grands choix stratégiques, mais qui ne s'occupait pas de la gestion au jour le jour. Et l'article 20 prévoyait que le gouvernement conduit la politique de la nation. C'était donc le Premier ministre, dont la durée de vie politique était bien inférieure, puisqu'au plus, elle était la durée d'une mandature législative de 5 ans. Et donc, en règle générale, on a eu De Gaulle entre 1958, entre décembre 58 et avril 69. Donc, en un peu plus de 10 ans, il a eu Michel Debré, Georges Pompidou et Maurice Couve-de-Mireville comme Premier ministre. Il en a eu 3 en 10 ans, ça fait 1 tous les 3 ans. Pompidou, qui a été président pendant 5 ans, il a eu Chaban-Delmas et Messmer, c'est-à-dire 2 ans et demi. Voilà, donc la moyenne, c'était plutôt 2 à 3 ans pour un Premier ministre, 7 ans pour un président. Ouais. Dans ces conditions, l'article... On voit que les choses ont changé. Oui, alors maintenant, l'article 16
Si vous voulez, le président ne s'occupait pas du gouvernement. L'article 16 revenait à ce qu'on a appelé les pleins pouvoirs, mais c'est pas, le mot plein pouvoir n'existe pas dans la Constitution. Il faut lire cet article. D'abord, sa mise en œuvre nécessite un certain nombre de conditions. Il faut qu'il n'y ait plus un fonctionnement régulier des pouvoirs publics. De Gaulle l'a invoqué une fois, c'était au moment du putsch d'Alger. Là, il y avait effectivement un coup d'État militaire. Donc là, on peut dire qu'il n'y avait pas un fonctionnement qui n'était plus régulier des pouvoirs publics. Aujourd'hui, il n'y a pas de coup d'État militaire, enfin, sauf celui que Macron fait constamment, mais il n'y a pas de coup d'État particulier. Donc, si vous voulez, les conditions ne sont pas réunies pour le déclenchement de cet article 16, qui ne peut être déclenché d'ailleurs qu'après consultation du président de l'Assemblée nationale, etc., du Sénat, du Conseil constitutionnel. Et cet article 16 ne dit pas le président de la République a le pouvoir de mettre l'armée dans la rue et de tuer tout ce qui passe. Enfin, c'est pas comme ça. Le président de la République, il est en gestion directe, c'est-à-dire qu'il met de côté le Premier ministre et il se substitue au Premier ministre. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire qu'il prend les décisions, toutes les décisions. Et ça dure un mois. Et au bout d'un mois, d'abord, les assemblées se réunissent de plein droit. Et au bout d'un mois, les assemblées valident ou pas la continuité du truc. Bon. Oui, il y a quand même des garde-fous par rapport à... Mais il y a beaucoup de garde-fous. Et puis... Une tentation autoritaire. Mais d'ores et déjà, on est en article 16. Quand vous avez ce paillasson qui est le cornu, Macron décide déjà de tout, en fait. Il a déjà les pleins pouvoirs. Il a neutralisé tous les corps intermédiaires, l'ARCOM, le CS, enfin l'ex-CSA, etc., le Conseil constitutionnel, tout le monde. Il a soumis le Conseil constitutionnel en nommant Richard Ferrand, avec le soutien d'ailleurs du Rassemblement national, etc. Donc il a déjà les pleins pouvoirs, Macron, en fait. Il a eu, par exemple, les pleins pouvoirs d'endetter la France de 1 000 milliards d'euros pour... Enfin, c'est dingue. Donc je ne sais pas ce que les gens en pensent. Et c'est une espèce de quelque chose un peu mythique, comme si Macron allait se transformer d'un seul coup en Pinochet et qu'on allait avoir l'armée à tous les coins de rue. Je ne dis pas que c'est impossible, mais à mon avis, je ne suis pas sûr que la haute hiérarchie militaire serait d'accord pour intervenir pour un putsch militaire, parce que là, ça changerait les choses. Il ne s'agit plus de lutter contre des manifestations, il s'agirait d'imposer une dictature militaire. Donc moi, je ne suis pas convaincu par cette affaire d'article 16. Donc moi, ce que je pense, c'est qu'il y a la destitution, mais à mon avis, elle n'aura pas lieu parce que le Rassemblement national veille à ce qu'il n'en soit pas ainsi. Sa démission, je n'y crois pas. Donc il reste quoi comme possibilité ? À mon avis, il veut gagner du temps. Il peut essayer de trouver un nouveau Premier ministre, mais j'y crois pas non plus. Moi, je ne vois pas qui est-ce qui pourrait accepter d'être Premier ministre dans de telles conditions. Si je vois qu'une seule personne, ça serait Brigitte Macron. Voilà. Ça serait rigolo. Bon. Enfin, ça serait vraiment Parce que je ne pense pas qu'il y ait un seul, même Olivier Faure, tout ça, je ne vois pas très bien. Ils sont quand même tentés. Enfin bon, on verra. Mais... On verra. Moi, ce que je crois quand même beaucoup plus, c'est une nouvelle dissolution. D'accord. Parce que s'il y a dissolution... Comment vous voyez les choses ? On repart pour des campagnes, ça fait baisser la pression. Bien sûr, et les gens pensent à autre chose, voilà. Enfin en tout cas pensent à gagner ou en tout cas remporter le plus de sièges. Par rapport à cette élection, ce sera ma dernière question parce que le temps file. Quelle va être votre attitude ? Est-ce que vous êtes positionné pour des élections législatives anticipées ? Non, vous allez faire campagne ? Non, alors le problème, c'est que nous sommes un mouvement, on est très très présent sur Internet. Et quid si c'est un raz-de-marée du RN ? Alors moi, je ne pense pas que ça sera un raz-de-marée du RN, contrairement au sondage truqué de M. Dabi de l'IFOP, parce qu'il suffit de regarder les élections législatives partielles. Il y a eu 8 élections législatives partielles depuis 2024. La dernière en date, c'est en dimanche dernier, avec Mme Barège, qui avait été invalidée dans le Tarn-et-Garonne. Dans les 8 cas, c'est quand même pas beaucoup, dans les 8 cas sur 8, le Rassemblement national s'est effondré. Que ce soit à Paris, que ce soit les Français de l'étranger, que ce soit le Tarn-et-Garonne, etc. Dans les 8 cas sur 8, le Rassemblement national a baissé fortement. Donc... moi, je pense qu'il n'est pas du tout exclu que le Rassemblement national, finalement, ne fasse pas un score aussi extraordinaire que ça. Il y a reconquête de Zemmour. Alors, eux, ils se glorifient d'avoir des scores extraordinaires. Non, eux, ils restent aux alentours de 5%.
Et puis, en fait, il y a les grands Il y a gagnants, quand même, c'est l'abstention. il y a Et quand puis, même les codes de popularité de Marine Le Pen et Jordan Bardella, les autres ont décroché derrière quand même. Là, c'est quand même assez significatif. oui, mais non, mais L'écart se creuse. Ils sont à 35, 36. écoutez, Mais derrière, il n'y a plus personne. Même, il n'y a plus que des gens qui espèrent, que quelques-uns espèrent être au second tour. Il y a quand même un changement de configuration, non? écoutez, moi, là, si vous croyez les sondages Non, mais de l'IFOP, je ne sais pas, bon, c'est des non, mais sondages ce sont des d'opinion. sondages C'est pas non, mais uniquement ceux de M. Dabi. c'est quand même des sondages complètement bidouillés. Il faut regarder le passé. Il faut regarder le passé. Le dernier sondage de l'IFOP, là, je suis d'accord avec Mélenchon quand même. Le dernier sondage de l'IFOP donne Glucksmann au-dessus de Mélenchon. Ça ne va pas. C'est n'importe quoi. Glucksmann, il a fait une réunion la publique à Réole là, il y a quelques jours. Il avait 300 personnes. D'ailleurs, c'est tellement vrai que les médias ont même refusé de faire un panoramique sur les gens. Nous, on a fait notre université d'automne à Valère, c'était le 27 septembre. On a eu 800 personnes. Évidemment, silence radio dans tous les grands médias. Mais monsieur Glucksmann, c'est zéro. Mais pourquoi ça? Parce que monsieur Dabi et l'IFOP promeuvent Glucksmann de la même façon qu'ils promeuvent du côté droit Zemmour ou Knafo. Donc c'est ça qu'ils font. Et ils promeuvent Bardella. Moi, écoutez, regardez le passé. À chaque fois, à chaque élection, on annonce que le RN va faire des scores inimaginables. Et à chaque fois, je ne dis pas qu'il ne fait pas des scores très importants. Les dernières européennes, c'était quand même assez... Oui, mais bon, nous allons voir. Moi, je dis que... Le premier tour de la législative... Oui, mais enfin, au total, si vous voulez, il y avait des gens qui se posaient la question de savoir est-ce que le RN aurait la majorité. Il a eu 123 députés, ce qui est beaucoup, je ne vais pas dire le contraire. Mais enfin, quand on a l'exposition médiatique extraordinaire dont il dispose, c'est quand même assez ma logique. question, c'est quand même, est-ce que finalement, il n'y a pas aujourd'hui une forme de, je dis pas de déclic dans l'opinion publique, c'est-à-dire que ces histoires de barrages, tout ça, c'était un peu, ça oui, paraît, ce que je pense. et que là, vraiment, il y a un tel besoin de renouvellement souhaité par les Français, quand on voit effectivement, et en plus le spectacle que donnent ces nominations avec des Bruno Le Maire qui reviennent, etc. Est-ce que tout ça finalement va pas jouer en fonction du RN? Écoutez, je n'en sais rien, c'est possible, mais ça pourrait jouer aussi pour la gauche. Parce que contrairement à ce que l'on dit, la gauche, elle fait des scores lors des élections législatives partielles. Elle n'est pas enterrée. Et LFI non plus. Le LFI, il a fait des contre-performances et d'autres moments, il a fait des performances. Et vous, comment vous allez vous situer alors? Alors nous, on est. Le problème qu'on a, c'est qu'on est un parti politique. Parce que vous êtes des souverainistes. Non, j'ai déjà expliqué, nous ne sommes pas des souverainistes. Ah. Nous, on est un mouvement de libération nationale. C'est pas pareil. Bon. Parce que souverainiste, on ne sait pas ce que ça veut dire. Oui, mais enfin, vous êtes quand même dans une tendance politique qui a le vent en poupe aujourd'hui. Ah, nous, on a le vent en poupe, mais le problème... Votre critique de l'Europe, finalement, elle arrive aujourd'hui à maturité. Mais il semble que votre famille politique a quand même du mal à se rassembler. Mais notre famille politique, moi, je ne suis pas du tout de la même famille que M. Zemmour, que Mme Maréchal. Eux, ils sont pour rester dans l'UE, dans l'euro et dans l'OTAN. Ils sont pour un alignement complet de la politique internationale sur l'OTAN, que ce soit en Ukraine ou que ce soit en Israël. C'est pas du tout nous, ça. Pareil pour monsieur Bardella. Monsieur Bardella, il est pour l'UE, pour l'euro, pour l'OTAN. Il est allé déjeuner avec Zelensky sous l'œil bienveillant de Valérie Hayer au Parlement européen. Enfin, tout ça, ça n'a strictement rien à voir avec nous. Nous, et c'est pour ça que cette histoire, qu'ils la fassent, leur union des droites, ils en sont incapables. Il est hors de question pour notre mouvement de faire une union, parce que nous ne sommes pas de droite. On a chez nous des gens qui viennent de gauche et de droite. D'ailleurs, la meilleure preuve, c'est que je suis invité, aussi bien par des médias qui sont considérés comme bien à droite, comme Radio Courtoisie ou TV Liberté, où j'ai des commentaires en général très très favorables de la part des auditeurs, comme j'ai été l'autre jour chez Quartier Général d'Aude-Lancelin, qui est un média classé à gauche, où j'ai aussi des commentaires très favorables. Nous sommes le parti qui représentons les 55% de Français qui ont voté non à la Constitution européenne et dont je rappelle que 30% venaient de la gauche et 25% de la droite. Donc nous, c'est notre objectif. Or, pour des élections législatives, on n'a pas beaucoup de moyens financiers, on ne passe pas, on est invisibilisé dans les médias. S'il y a législative partielle, ça va durer 4 semaines. On n'aura pas le temps ni l'argent matériellement pour se présenter partout. On va sans doute, je ne dis pas qu'on ne sera nulle part, on essaiera peut-être d'être dans quelques circonscriptions, mais on ne pourra pas le faire. Notre objectif, c'est de se focaliser sur l'élection présidentielle. Mais pour le reste, moi, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je pense que ce serait de salubrité publique
que le Rassemblement national arrive au pouvoir. D'ailleurs, en 2022, pour la première fois de ma vie, moi, j'ai voté Le Pen contre Macron. Je l'avais dit publiquement. Vous l'aviez dit ici la première fois. Voilà. Et pourquoi j'avais dit ça ? Parce que je pensais... Le Rassemblement national n'est pas ma tasse de thé, mais dans ce que dit le RN, il y a aussi des choses qui sont tout à fait justes. Hein. Mais ce que je reproche au RN, c'est fondamentalement qu'il est pour l'UE, pour l'euro et pour l'OTAN. Mais quand même, je fais le crédit à Madame Le Pen. C'est quand même une femme qui, à mon avis, a quand même les pieds sur terre. Elle en a bavé, elle a eu des échecs. Le problème de Macron, c'est qu'il a eu aucun échec dans sa vie. Elle a eu des échecs. C'est quand même quelqu'un qui a... Et voilà. On ne peut pas devenir, à mon avis, président de la République si on n'a pas eu... D'abord, si on n'a pas une vie personnelle, si on n'a pas des enfants, si on n'a pas eu une expérience, et puis comment dirais-je, les aléas de la vie. Voilà, les aléas de la vie. Donc je me disais, et je pense toujours, qu'entre Macron et Le Pen, je préfère quand même Le Pen. Et je maintiens ça. Donc moi, je suis personnellement, si il y avait un deuxième tour entre Macron et Le Pen, de nouveau, je dirais qu'il faut voter Le Pen. Mais ce que je pense, et ça serait très intéressant, c'est qu'on verrait à ce moment-là ce que donne le RN et ce que donne un parti prétendument d'extrême droite, prétendument de droite, mais qui, comme Zemmour, comme Madame Maréchal, comme Dupont-Aignan, ont accepté de rester dans l'Union européenne, dans l'euro et dans l'OTAN, c'est-à-dire ils ont accepté que tout soit décidé ailleurs. Et ce serait d'ailleurs une leçon de choses extrêmement importante aussi qu'il y ait la gauche qui revienne au pouvoir, ou même Mélenchon. Parce que Mélenchon, qui est présenté comme le grand croque-mitaine, lui aussi veut rester dans l'UE, dans l'euro et dans l'OTAN. Donc lui aussi sera obligé de tenir compte des réalités. C'est pour ça que je pense qu'il y a un processus de maturation en ce moment très important de l'opinion publique, et qu'il faut que les Français comprennent que la seule possibilité de redresser la France durablement, c'est ce que je propose depuis 18 ans. Parce que si après le Macron, il y aura une journée après Macron, quel que soit le successeur, s'il est dans l'UE, dans l'euro et dans l'OTAN, alors avec les côtés délirants en moins. Mais globalement, ça sera la même politique. Voilà. François Asselineau, merci beaucoup pour ces éclaircissements. Merci aussi pour ce cours, on va dire, de droit constitutionnel. Enfin, on a quand même évoqué beaucoup de choses et d'histoire politique française. Et puis, évidemment, sur cette analyse de l'actualité qui fait que je pense qu'on ne sera pas sans vous réinviter dans les semaines ou dans les mois qui viennent. Merci à vous, auditeurs d'Omerta, d'avoir suivi cette nouvelle édition du Grand Entretien. D'ici la prochaine édition, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis portez-vous bien. À bientôt.